Donc, je vous propose d'accueillir Sylvain Ragy, qui est directeur de recherche au CNRS et qui est directeur du laboratoire de physique des solides, et qui va donc nous parler de comment la lumière est devenue une onde. Donc je vais effectivement vous parler de 2 siècles d'histoire de la lumière. 2 siècles où on va passer de l'idée que ce qu'on voit, c'est quelque chose qui s'appelle la lumière, jusqu'à finir par comprendre que ce quelque chose qui est la lumière, c'est une onde. Alors 2 siècles simplement, parce que l'histoire de la lumière, c'est très long. Donc en gros, pour schématiser les choses, mais c'est bien de schématiser de temps en temps, on a 3 grandes périodes dans l'histoire de la lumière. Donc la première commence de l'Antiquité et finit au XVIIe siècle. Et donc là, on va chercher à répondre à la question « Comment voit-on » Alors ça a l'air de rien, mais on part de loin. Pythagore, par exemple, pensait que si on voyait, c'était que les yeux projetaient des rayons qui allaient sonder un peu comme des radars. On n'était pas bien parti là. Un siècle après, il y a ce qu'on appelle les atomistes, comme Démocrite, qui vont penser que si on voit, c'est parce que les objets nous envoient ce qu'il va appeler des simulacres, c'est-à-dire quelque chose qui vient de la surface des objets et qui va se rétrécir pour arriver dans notre œil. Alors ça leur pose des questions, par exemple, quand on a une montagne c'est grand, comment est-ce que la montagne comme ça va arriver à se rapetisser dans l'œil? C'est une question. C'est un sujet, comme on dit maintenant. Donc les Romains font rien comme d'habitude, à part la guerre, et puis à part... on va arriver donc au Moyen-Âge arabe, et là par contre, il y a des choses très intéressantes qui se passent. Et donc pendant quelques siècles, il y a les chercheurs, donc les savants arabes, qui vont arriver à une vision de la vision, si j'ose dire, qui est très proche de la nôtre. On va voir ça tout de suite. Et puis, bon, ils ont écrit ça en arabe, alors ça sera perdu, puis c'est le Moyen-Âge en Europe. Bon, alors ça sera traduit au XIIIe siècle par des moines polonais, un moine polonais, en latin. Ça sera reperdu. Puis ça va être redécouvert par un des plus grands philosophes de la culture occidentale, qui s'appelle Johann Kepler. Et Johann Kepler, donc, il donne la vision de la vision qu'on a maintenant. Et donc cette vision de la vision, c'est la suivante. Donc j'imagine que vous voyez tous le bout de mon nez. Donc si vous le voyez, c'est parce que des néons, certes blafards et pas terribles, envoient quand même de la lumière en ligne droite un peu partout, donc sur mon nez. Mon nez, sans aucun effort de ma part, va diffuser cette lumière. Ça va arriver dans votre œil, ça va entrer par un petit trou qui s'appelle la pupille, être focalisé par une petite lentille qui s'appelle le cristallin, aller sur un petit écran qui s'appelle la rétine, et transporté par un gros câble USB qui s'appelle le nerf optique jusqu'à notre cerveau. Donc Johann Kepler, il ne l'a pas dit tout à fait comme ça, mais il a dit ça quand même. Et donc à partir du moment où on sait ce qu'on voit, on va pouvoir réfléchir à qu'est-ce qu'on voit. Alors deuxième période, ça va s'arrêter en gros au 19e siècle, et la réponse c'est la lumière, c'est une onde électromagnétique. Le électromagnétique, on va le mettre de côté, c'est trop compliqué, on va s'arrêter à onde, nous. Mais quand même, ça continue. Et à la fin du 19e siècle, là, il y a 2 catastrophes qui arrivent. Donc la première catastrophe, c'est qu'on se rend compte que cette onde, qui se propage à une certaine vitesse, cette vitesse, elle est invariante. Alors invariante, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque vous changez de métro, à Montparnasse par exemple, il y en a d'autres, mais il y a un tapis roulant. Alors vous êtes bien content sur ce tapis roulant que quand vous marchez dessus, votre vitesse, à vous, marcheur, s'ajoute à la vitesse du tapis roulant. C'est même fait pour ça. Seulement avec la lumière, ça ne marche pas comme ça. La lumière, qu'elle soit sur le tapis roulant ou à côté, elle a toujours la même vitesse. Donc ce résultat assez surprenant va être donc théorisé par Einstein, en 1905, par la théorie de la relativité restreinte. Donc première catastrophe. Deuxième catastrophe, cette lumière qu'on décrit donc comme une onde, qui a l'air de quelque chose de continu, on se rend compte que non, c'est pas continu. Ça arrive par tout petits paquets, des petites quantités qu'on appelle des quantins. Et là, il faut une nouvelle théorie, une théorie extraordinaire qui s'appelle la mécanique quantique. Et donc relativité plus mécanique quantique, ça ouvre, disons, une 3e période de l'histoire de la lumière. Alors la deuxième, donc celle qui va du 17e au 19e, elle est encore trop compliquée pour moi, donc je l'ai restreinte. Et donc je l'ai restreinte de 1666 à 1850. C'est précis, je vais vous expliquer pourquoi. Alors c'est basé sur 4 grands savants, cette histoire. Christian Huygens, un Hollandais, qui va penser que la lumière est une onde. Isaac Newton, un Anglais, qui va penser que la lumière n'est pas une onde. Thomas Young et Augustin Fresnel,
qui vont reprendre l'idée de Huygens, en fait, c'est pas tout à fait comme ça, mais qui vont reprendre cette idée d'onde, et Augustin Fresnel va finalement faire la théorie de ce qu'on appelle l'optique physique. Bon, c'est un petit peu le but de la conférence d'aujourd'hui, de vous expliquer comment on en est arrivé là. Alors Isaac Newton, c'est le mauvais garçon dans cette histoire, parce qu'il a une mauvaise théorie. Ben oui, ça existe. C'est un physicien génial qui a une mauvaise théorie de la lumière, et on va voir que ça va entraîner des tas de choses assez surprenantes. Vous voyez, il n'y a aucun physicien là au XVIIIe siècle. Alors la raison, c'est simple, c'est parce que c'est le siècle des Lumières, et donc on ne va pas s'occuper de la lumière. Alors 766, c'est mon point de départ. Alors il y a plein de 6 dedans, donc j'ai trouvé 6 raisons pour vous dire pourquoi je commence par là. Il y en a 3 mauvaises et 3 bonnes. Alors première mauvaise, c'est facile à se rappeler. Bon, ça a l'air de rien, mais c'est bien d'avoir des dates. La deuxième mauvaise, c'est que si vous l'écrivez en chiffres romains, vous utilisez tous les chiffres romains dans l'ordre. Le 1, le 5, le 10, le 50, le 100, le 500 et le 1000. Incroyable, non? Ah, du coup, comme il y en a 7, c'est pas fini. Comme il y en a 7, vous pouvez colorier les 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Le rouge, le orange, le jaune, le vert, le bleu, l'indigo et le violet. Alors en plus de faire joli, historiquement, ça a un sens de faire ça. Troisième mauvaise raison. Alors ne sortez pas de l'amphithéâtre, attendez un peu. Dans 1666, il y a 666. Alors 666, c'est un chiffre terrible pour la culture occidentale. Ça s'appelle le nombre de la bête. Donc ici, vous avez une gravure, de William Blake, qui est un romantique anglais, on le reverra tout à l'heure, qui fait donc cette peinture de l'Apocalypse. Alors dans l'Apocalypse de Saint Jean, qui est donc le dernier livre de la Bible, il est dit que le jour de l'Apocalypse apparaîtront 3 bêtes. Donc le dragon, qu'on voit bien là, la bête de la mer, qu'on voit de dos, et la bête la plus intéressante, que vous n'avez sûrement pas encore vue, c'est l'agneau qui est caché derrière. Là. Alors c'est de cette bête-là dont il s'agit. C'est celle-là dont il est dit que les hommes se prosterneront. Ici, vous avez des hommes qui se prosternent, on ne voit pas très bien. Et donc sur leur front et sur leurs mains seront imprimés le chiffre de la bête, qui, paraît-il, est un chiffre d'homme, 666. Bon. Alors débrouillez-vous avec ça. 2000 ans après, on y est encore. Non. Alors on pense maintenant que 666, c'est un chiffre qui représente l'empereur Néron, mais peu importe. Alors si je vous montre ça, c'est pour vous dire que quand on sera rendu en 1665, il y a un certain nombre de gens qui commenceront à avoir les jetons. L'Apocalypse, évidemment. La deuxième raison, c'est que Newton, on estime qu'il a écrit à peu près 30 volumes. Sur ces 30 volumes, il y en a en gros 10 qui sont consacrés à la physique. Il y en a 10 qui sont consacrés à l'alchimie. Et les 10 derniers, ils sont consacrés à ce genre de choses. Donc c'est un théologien passionné par la Bible, et il va écrire ça. Donc je peux vous montrer, il y a des passages où il parle de ce chiffre 666. Passons aux bonnes raisons. Donc le XVIIe siècle, c'est le siècle de la révolution scientifique. Donc en gros, la révolution scientifique, ça démarre avec Galilée, et c'est une révolution où c'est la méthode expérimentale qui va arriver, tout simplement. Bien. Alors, dans ce siècle de la révolution scientifique, vont apparaître des lieux qu'on appelle des académies. Et donc en France, c'est important puisque 1666, c'est l'établissement de l'Académie des sciences à Paris. Alors il y a 2 mouvements qui expliquent ces académies. Il y a un mouvement qu'on appellerait, je ne sais pas si vous allez aux réunions Paris-Saclay, tout ça, donc il y a du bottom-up et du top-down. Alors là, je vous explique le bottom-up. Alors le bottom-up, c'est que les savants veulent des lieux d'échange, donc ils découvrent qu'on est plus intelligent à plusieurs, ils vont vouloir se regrouper. C'est un mouvement anti-universitaire, donc ça c'est important. À l'époque, les universités, ça ne marche plus très bien, donc rien à voir avec Paris-Saclay, parce qu'elles sont sclérosées sur ce qu'on appelle la scolastique. Donc, la scolastique, c'est une manière d'enseigner les choses qui tient à la fois de la philosophie chrétienne et la philosophie d'Aristote. Ça ne marche plus très bien, ça avance plus, il n'y a plus d'idées nouvelles, ils veulent se détacher de ça. Et puis ils veulent aussi apprendre la méthode expérimentale à leurs collègues. Et bien sûr, donc vous connaissez ça, moi aussi, quand on fait des expériences, ça vaut un peu d'argent, ça coûte. Et donc ils vont peut-être aussi avoir besoin de l'État pour payer leurs expériences. Donc 3 raisons. Du côté top-down, les gouvernements découvrent que la science, c'est intéressant du point de vue politique, du point de vue scientifique, du point de vue militaire. Alors les 2 mouvements se rencontrent et on crée les académies. Donc la première, elle est à Florence.
La deuxième, c'est la Royal Society en Angleterre, 1662. Et la troisième, c'est l'Académie des sciences en France, 1666. Donc j'aime bien ce tableau, parce qu'on y voit donc les gouvernants, Louis XIV et Colbert. Donc Louis XIV a 28 ans, là. Il en fait plus, mais... Donc sa mère vient de mourir en 766, donc il est libre. Et donc il a un Premier ministre qui s'appelle Colbert, qui, vous le connaissez, il va avoir une certaine influence sur l'économie française, hein, on en parle encore. Et donc c'est lui qui va fonder cette Académie des sciences. Alors, pour fonder une Académie des sciences, il faut des académiciens. Pardon. Et il se trouve qu'à ce moment-là, la France est, on ne va pas dire en déclin, on dit un peu trop ça souvent, mais donc à l'époque, il n'y a plus de grands savants peut-être français. On a eu Blaise Pascal, c'était bien, René Descartes, Pierre Fermat, et puis là on en manque un peu. Alors on va aller les chercher à l'étranger, et à l'étranger on va trouver Christian Huygens, et puis Jean-Dominique Cassini. Alors qu'est-ce qu'on va leur donner pour qu'ils viennent? Parce que vous savez, les chercheurs étrangers, pour qu'ils viennent, donner des trucs. Hein. Donc Christian Huygens, on va lui donner un super appartement au-dessus de la bibliothèque du roi, où est fondée cette académie. Pas mal. Et puis on va lui donner 6000 livres par an. Alors 6000 livres par an, bon. Alors, moi j'ai un peu cherché. Puis j'ai trouvé d'abord 60 000 euros. Bon d'accord, Huygens, ça n'est qu'un génie scientifique, c'est pas un footballeur, hein, on ne s'attend pas à des merveilles. Mais quand même, bon. Alors j'ai un petit peu cherché, puis j'ai vu qu'un cheval, ça valait 100 livres à l'époque. Donc ça valait 60 chevaux. Un cheval, je me suis dit, c'est peut-être un scooter maintenant. Allez, 5 000 euros, 60 fois 5 000, 300 000. Bon, je sais pas. Finalement, je suis tombé sur la livre en or, parce que la livre dite tournoi à l'époque, elle est indexée sur l'or. Et donc si on fait l'équivalence, on trouve 125 000 euros. Donc vous trouvez ça un peu ou pas assez, mais je pense que c'est un chiffre qui est à peu près correct. Cassini, c'est un Italien. Et pour le faire venir, lui, alors là, c'est le tapis rouge. 9 000 livres par an, mais on lui donne l'Observatoire de Paris. Donc c'est le plus bel observatoire d'Europe. Il va être directeur de l'Observatoire de Paris. Non seulement lui, mais figurez-vous qu'il va fonder une dynastie. La dynastie des Cassini, il va y en avoir 5. Alors on leur donne des petits numéros. Donc lui, c'est Cassini 1. Alors je ne vous fais pas tout, mais il y aura 2, 3. Et donc ils seront tous, en tout cas 4 d'entre eux, directeurs de l'Observatoire de Paris. Alors des Français, ils sont un petit peu moins connus. J'en ai trouvé 3 là, qu'on a une petite idée peut-être. Mariotte, il a fait une loi dans les gaz, ceux qui ont fait des études scientifiques. Gilles Personne de Roberval, c'est un mathématicien. Alors lui, il a une idée géniale, vous savez, dans une balance, les plateaux, au lieu de les mettre vers le bas, il les met vers le haut. Ça a l'air de rien, mais ça cartonne. Super balance. Et puis Picard, donc, qui n'est pas un truc qu'on met dans le réfrigérateur, là, mais gars de la cartographie, donc c'est un cartographe, on va en reparler tout à l'heure. Voilà. Et puis alors tout autour, vous avez un certain nombre d'objets, c'est sympa, qui montrent à quoi on s'occupait à l'époque. Donc il y a des globes terrestres, globes célestes, sphères armillaires pour représenter le système solaire, observatoire, donc on fait beaucoup d'astronomie. On aime bien mesurer le temps, mesurer la hauteur des étoiles. 1666, c'est aussi le moment où on creuse le canal du Midi. 5e bonne raison que je ne me mélange pas. Alors chez les Anglais, c'est pas loin d'être la fin du monde. En 1765, il y a une épidémie de peste à Londres. Les écoles et les universités ferment. Et puis comme si ça ne suffisait pas, il y a le grand incendie de Londres en 1666 qui détruit 80% de la ville. Alors ça démarre, vous voyez ici, si vous connaissez Londres, c'est la City. Donc là, il y a la tour de Londres. Ici, vous avez la cathédrale de Londres. Voilà. Et le feu démarre quelque part au milieu, chez un boulanger qui s'appelle Thomas Fariner. Alors, je me rappelle parce qu'il y a un boulanger qui s'appelle Farine, sympa pour nous, les Français. Et donc, Londres va être entièrement reconstruite. Et sous Charles II, qui est donc le cousin germain de Louis XIV, et l'architecte bien connu, Christopher Wren. Et donc, en fait, c'est un nouveau départ, si vous voulez, pour l'Angleterre. Alors, 6e et dernière bonne raison, 1666, c'est ce que Newton lui-même va appeler son année des miracles, l'annus mirabilis. Alors, parce qu'il y a la peste, Cambridge, son université, est fermée, et donc il rentre chez lui, c'est un petit village, et là, tout seul, il bricole, et il va avoir donc l'idée de la gravitation, c'est la fameuse histoire de la pomme, dont on ne sait pas trop si elle est vraie, mais peu importe. Donc il voit une pomme tomber tout droit, et il a l'idée donc les premières idées sur la gravitation universelle. Il fait les premières manips sur les couleurs, c'est pour ça que je vous ai coloré en chiffres romains tout à l'heure, hein. C'est parce qu'en 1666,
Newton fait ses premières manips sur le prisme. Et il invente un truc dont on ne parlera pas ici, mais qui est important, c'est le calcul différentiel. C'est une méthode, des méthodes mathématiques particulièrement utilisées. Et donc, 3 idées particulièrement géniales. Alors cette gravure, je l'aime bien, parce qu'on y voit Newton dans un costume auquel on ne s'attendrait pas à le voir. Alors en fait, l'idée, c'est que William Blake, c'est un romantique. Et les romantiques, ça n'aimait pas du tout les scientifiques. Or, Newton représentait les scientifiques. Donc, Blake, par exemple, disait ça. L'art est l'arbre de la vie, la science est l'arbre de la mort. On ne peut pas être beaucoup plus clair pour dire qu'on n'aime pas la science. Et donc, Newton représentait pour Blake le philosophe de lumière, une espèce de demi-dieu, géomètre, matérialiste, froid, qui ne lui plaisait pas du tout. Alors en fait, depuis, on sait que ce n'était pas du tout le cas. Hein. On sait que Newton, il était très religieux, très très religieux. Il était alchimiste. Alors bipolaire, j'ai mis point d'interrogation. Bon, il y a des gens qui pensent ça, d'autres pas. C'est pas évident. Donc vous voyez, ce qui est important dans cette image, c'est de comprendre que Newton, à la fin du XVIIIe, au début du XIXe, c'est un vrai mythe. Il est mort, mais c'est un vrai mythe. Et donc ça, c'est très important sur l'histoire de la lumière, comme on le verra. Donc puisqu'on va parler d'ondes, je vais vous montrer, qu'on soit tous d'accord sur le vocabulaire. Alors regardez pas ça trop longtemps, vous allez être hypnotisé. Hein. D'ailleurs, vous pouvez commencer à enlever vos portefeuilles doucement, si vous voulez. Donc l'onde, c'est l'oscillation d'une quantité physique qui voyage dans l'espace, comme ce que j'ai indiqué là. Donc il y a 3 types d'ondes qu'on utilise souvent, ils sont assez intuitives. La première, c'est les vagues. La deuxième, c'est le son. Et la troisième, c'est la lumière. Alors la quantité physique pour les vagues, c'est la hauteur de l'eau. Hein. C'est ça qui fait cette impression d'onde. D'ailleurs, c'est le même mot pour l'eau. Pour le son, la quantité physique, c'est la pression de l'air. Et pour la lumière, donc on en a parlé, c'est un truc pas intuitif du tout, mais peu importe pour aujourd'hui, c'est donc un champ électromagnétique. Alors là d'où ça part, là, on appelle ça la source. Bon. Donc c'est le caillou qui tombe, les cordes vocales, le soleil, ou nos néons blafards. La chose rouge, là, on appelle ça un front d'onde. C'est dans cette image, les points qui sont de la même couleur. Alors le front d'onde se déplace avec l'onde normalement. Moi, je ne l'ai pas fait là, mais il se déplace. Alors si ce front d'onde est... Il faut imaginer ça dans l'espace sphérique, on parle d'une onde sphérique. Et si ce front d'onde est plan, ce qui arrive si vous êtes très loin de la source. Vous voyez, si vous êtes loin de la source, on a l'impression que c'est des petits traits là. Donc on appelle ça une onde plane. Et on la caractérise par la longueur d'onde. Alors pour les vagues, suivant que vous êtes dans votre baignoire ou bien loin dans l'océan, la longueur d'onde c'est de quelques centimètres à quelques centaines de mètres. Pour le son, ça va de quelques centimètres à quelques mètres. Et pour la lumière, là on change complètement. D'ordre de grandeur, c'est plutôt le demi-micron. Donc on voit déjà qu'il y a une grosse différence. Les ordres de grandeur des longueurs d'onde ne sont pas du tout les mêmes pour nos 2 ondes et la lumière. Bon, désolé pour l'hypnotisme, là, je n'ai pas fait exprès. Non, celui-là est particulièrement violent, hein. Ne vous endormez pas. Alors, il y a une autre grandeur qui est très importante pour les ondes, c'est la fréquence. Alors la fréquence, c'est le nombre de fois que passe un front d'onde par seconde. Donc ici, par exemple, j'ai calculé pour que ce soit juste 1 fois par seconde. Alors en physique, l'unité fois par seconde, on préfère l'appeler Hertz, Hz, ici. Alors pour les vagues, les fréquences, c'est de l'ordre du Hertz. Pour le son, ça va de 16 à 20 000 Hertz. Alors quand je dis 20 000, moi par exemple, 20 000, ça passe plus. Hein. Il paraît que ça va de moins en moins bien de ce point de vue-là, hein, quand on vieillit. Et alors pour la lumière, vous voyez, ça va 400 à 800, donc ça part bien. Mais là, il y a un grand T. Alors grand T, c'est téra, ça veut dire millions de millions. Et donc vous voyez que les fréquences lumineuses sont encore une fois complètement différentes des fréquences du son ou des vagues. Alors donc, avant le XVIIe siècle, la question c'est comment voit-on, et donc on va arriver à ce qu'on a dit tout à l'heure. Je passe, la pupille, le cristallin, la rétine. Et donc là, juste un petit mot de vocabulaire. Donc on parle de diffusion lorsque la lumière arrive par exemple sur un citron, mais si elle arrive sur une plaque métallique, comme ça par exemple, on parle plutôt de réflexion. Donc il y a une loi qui est connue depuis l'Antiquité qui dit que l'angle d'incidence ici est égal à l'angle de réflexion. Deuxième propriété de la lumière fondamentale, c'est la réfraction. Alors réfraction, fraction comme fracture. Vous avez un faisceau lumineux qui arrive sur un bout de verre, ici par exemple, et donc au passage du milieu, vous voyez, d'abord il y a un tout petit peu de lumière qui se réfléchit, et puis il y en a une grosse partie qui est transmise à l'intérieur du matériau, mais avec un angle différent. Il y a une cassure ici, une fracture, qui donne son nom à la réfraction. Alors il y a une loi bien connue, qui commande à cette réfraction.
et qu'on peut expliquer géométriquement, hein, c'est comme ça qu'elle a été découverte. Donc vous voyez, j'ai deux cas de figure ici pour deux incidences différentes. Eh bien, cette loi dit que si vous divisez cette longueur orange là par cette longueur en pointillé, vous obtenez toujours le même chiffre. Et ce même chiffre, on l'appelle l'indice. Et dans le cas présent, j'ai pris du vert, c'est 1,5. Alors cette loi, elle porte plein de noms. Alors quand j'étais petit, on l'appelait loi de Descartes, et puis on a décidé que c'était pas bien, donc on l'a appelée loi de Snell. Alors en fait, on sait maintenant qu'elle a été découverte par un arabe, qui était le maître de ce Alhazen, là, dont j'ai parlé tout au début, hein, qui est quelqu'un qui a beaucoup contribué au mécanisme de la liaison. Donc je propose de l'appeler la loi des sinus dans la suite. Voilà. Donc si vous mettez, si vous voulez, en équation ce que je viens de dire, il y a des sinus qui apparaissent, mais c'est pas très important. Ah, pourquoi il y a les deux à la fois là? C'est pas normal ça. Bon, c'est pas grave. Alors, ah oui, catastrophe. Catastrophe. 2 minutes. Enfin, 2 minutes, je suis pas sûr. Il y a quelque chose qui a disparu. Alors, désolé. Vous pouvez continuer à sortir vos portefeuilles, il n'y a pas de... Donc excusez-moi, je repars. Alors, on en est à la... Mais voilà, on en est à la dispersion. Alors la dispersion, c'est le fait que quand de la lumière blanche arrive sur, par exemple, un prisme, eh bien, on va voir des couleurs apparaître. Alors pourquoi? C'est parce que cet indice de réfraction, c'est-à-dire l'angle de réfraction, dépend de la couleur, tout simplement. Alors en fait, c'est Newton qui découvre ça en 1666. Et donc Newton, en fait, il va servir de cette expérience pour dire justement ce que je viens de vous expliquer. C'est que la lumière blanche nous apparaît blanc parce qu'elle contient des couleurs. Et ce n'est pas le prisme qui crée les couleurs. Hein. Il y avait une autre théorie qui disait que quand la lumière arrive sur le prisme, c'est le prisme qui fabrique les couleurs. Donc Newton, il va faire tout un ensemble d'expériences et il montre que ce n'est pas ça qui se passe, que la lumière blanche contient les couleurs. Donc voilà une jolie image, hein, ça me rappelle ma jeunesse, c'est une pochette d'un album des Pink Floyd. Alors les angles ne sont pas corrects là, ça ne marche pas très bien, c'est joli. Alors je vous montre ça quand même pour dire qu'il y a une erreur, c'est qu'ici on devrait déjà avoir des couleurs, hein, puisque ça s'est déjà dispersé. Et puis ici c'est marrant, vous voyez, il y a 6 couleurs, il manque l'indigo. Bon. Alors ici par contre c'est une autre image que j'ai trouvée sur internet, là il y a cette couleur, il y a l'indigo, puis il y a les bons angles, c'est pas mal ça comme représentation. Alors voilà, justement. Donc je vais vous faire la manip du prisme. Alors je me suis entraîné, mais c'est pas sûr que ça marche. On va faire comme ça. Alors là j'ai un prisme. Ah oui, alors du coup vous ne le voyez plus, je vous montrerai tout à l'heure. Donc voilà, c'est un prisme. Il faut que je réfléchisse. Il faut que je me mette comme ça. Il faut que je mette mon pied gauche quelque part. Ouais. Là, il faut que je fasse ça. Vous voyez là? Donc vous voyez, si je me mets sur le blanc, j'ai toutes les couleurs. Du rouge, orange, jaune, vert. Puis plein de nuances de bleu. Si je vais sur le rouge, j'ai que du rouge. Si je vais sur le bleu, j'ai que du bleu. Sur le vert, c'est un peu plus compliqué. Le jaune aussi. Alors le violet, c'est marrant parce que vous voyez, il y a du bleu et du rouge. Alors qu'en fait, si je vais sur le blanc, alors je sais pas vous, mais moi je vois pas de violet là. À peine. Si vous en voyez vous? Bon, tant pis alors. Voilà, là on voit pas mal. Donc ce que je voulais vous dire quand même, c'est que, vous le savez, mais on peut faire du violet même s'il n'y a pas de violet. Hein, donc ce qui fait bien la différence entre la vision et la lumière physique, qui sont des choses différentes. Bien, donc Newton, il se fait ce genre de manip. Il arrive donc à la conclusion que la lumière blanche est composée de plusieurs lumières. Donc quand je suis rentré chez moi, je ne sais plus quand, j'ai vu ça, j'ai pris en photo, très bien. C'est un bel arc-en-ciel. Et donc si vous grossissez cette partie, vous changez un peu les contrastes, sinon on ne voit rien, et que vous mettez à côté ce que je viens de vous montrer, une photo du prisme, vous voyez que si vous faites correspondre les rouges et les violets, ça ne marche pas au milieu. Donc en fait, les couleurs de l'arc-en-ciel, ce n'est pas pareil que les couleurs du prisme. Alors Newton, en fait, c'est lui qui a donné le nom des 7 couleurs, mais il l'a fait par rapport au prisme. Et donc comme il y avait beaucoup de bleu, il a donné 3 nuances de bleu, enfin 2, bleu, indigo et violet. Et donc vous voyez que pour l'arc-en-ciel, en fait, il n'y a pas vraiment d'indigo. C'est parce que Newton a déterminé les couleurs, c'est lui qui a donné ces 7 couleurs. Alors pourquoi? Parce qu'il voulait faire comme les notes de musique. Donc do, ré, mi, fa, sol, la, si, il y a 7 notes. Et donc il a décidé qu'il y aurait 7 couleurs. Et depuis, on vit encore là-dessus. Et on dit qu'il y a 7 couleurs de l'arc-en-ciel, ce qui, à mon avis, n'est pas tout à fait vrai.
1, 2, 3, 4e propriété, la vitesse. Alors, la lumière va à 299 792,458 km par seconde. Point. C'est comme ça. Il n'y a pas de chiffre après là. On a décidé en 1983, c'est le Bureau international des poids et mesures, que c'était cette valeur-là. C'est près de 300 000 km par seconde. C'est en gros 1 million de fois plus que la vitesse du son. Et donc c'est quelque chose qui dépasse complètement notre entendement, notre sensibilité en fait. Donc c'est pour ça que la vitesse de la lumière, il va falloir attendre 1676 pour qu'on puisse avoir véritablement une preuve expérimentale que la lumière a une vitesse finie. Avant, il y avait des gens qui disaient la lumière elle est instantanée, et d'autres qui disaient comme Galilée, non, elle doit avoir une vitesse mais elle est très grande. Et donc il faut attendre 776 pour voir ça. Donc là c'est une petite plaisanterie stupide qui dit qu'on ne peut pas aller plus vite que la lumière. Oups, pardon. Et donc, 5e propriété, la diffraction. Alors là, le fraction, c'est plutôt fracture. Alors ça, c'est découvert par un Italien qui s'appelle Grimaldi en 1664. Alors là, je profite pour vous faire remarquer que vous voyez, 1610, 1666, 1637, 1676, 1664, on est en plein XVIIe siècle. C'est-à-dire que les choses sont trouvées au XVIIe siècle. Alors ce Grimaldi, il fait une expérience comme ça. Alors j'ai pas trouvé, évidemment, il n'y a pas de photo de l'époque, donc... on prend un cheveu, il prend un cheveu de la lumière blanche et il voit dans l'ombre de cheveux des franges d'interférence comme ça. Et donc, il dénomme ça diffraction. Alors voilà ce qu'il dit. Je vous laisse lire. Donc, sa première proposition, donc c'est écrit en latin. Alors, ça permet de vous dire aussi un truc intéressant, c'est que jusqu'au XVIIe siècle, les gens écriront beaucoup en latin. Donc lui, il va écrire en latin, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Par exemple, René Descartes, c'est un des premiers à écrire en français. Et vous savez pourquoi il écrit en français? C'est une drôle d'idée. C'est pour être compris de tout le monde. Mais imaginez, pourquoi pas faire des séminaires de vulgarisation? Enfin bon. Donc il écrit en romain, en latin, pardon, Grimaldi, en 1664. Et ça, c'est la première fois, c'est historique, que le mot diffraction est écrit. Alors donc moi, je ne parle pas latin, donc j'ai copié ce texte. Je l'ai mis, vous savez, il y a des trucs qui traduisent, là. Sympa. Donc on écrit latin, on met ça. Puis après, on clique français et on a ça. Donc je vous le lis. La lumière se propage ou diffuse non seulement directement, réfractée et réfléchie, mais aussi d'une autre manière également dans un 4e mode, cassée en petits morceaux. Donc passé la première surprise, là, on se dit, c'est pas si mal en fait. Alors je vous le redis peut-être en faisant, il y a quelques contresens. Donc, la lumière se propage ou diffuse non seulement en ligne droite, par réfraction et par réflexion, mais aussi par un 4e mode, la diffraction. Donc ce qui est intéressant ici, c'est que dans l'idée de diffraction, il y a casser en petits morceaux. Alors ça, c'est une définition que j'aime bien, moi, parce que la diffraction, je la vois toujours effectivement comme un fractionnement. Alors, donc ça, c'est pour me faire penser, de vous faire... Pardon. Il faut que je fasse ça. Il faut que j'éteigne. Donc ça, c'est donc un smartphone. Ça, c'est un laser vert. Et donc, si j'ai pas trop la tremblote, voilà, vous voyez, je tremble un peu. Mais vous voyez, autour de la tâche principale, qui est la réflexion, il y a plein de petites tâches. Donc la lumière, c'est fractionné, c'est de la diffraction. Donc, comment? Oui, voilà. Donc là, je prends l'écran. Ah oui, vous ne voyez pas. Vous voyez pas. Donc je rallume ici. Ça doit marcher pareil. Oui, je prends l'écran, simplement, c'est tout simple comme manip. L'écran ici, puis je mets le laser devant. Et puis, il faut que je bloque un peu tout ça. Puis voilà, vous voyez les petits points. Alors pourquoi ça diffracte? Parce que les pixels, maintenant, sont tellement petits qu'ils commencent à être du même ordre de grandeur que la longueur d'onde de la lumière. Et ça, c'est la clé de la diffraction, on verra tout à l'heure. Bien. Alors, voilà, zut. Alors, on en arrive donc à un des héros de l'histoire, c'est Christian Huygens. Alors, Christian Huygens, c'est un Hollandais. C'est le fils d'une riche famille de ce qu'on appelle à l'époque les Provinces-Unies. Donc, fils de Constantin Huygens, qui est lui. Et donc, cette famille, vous voyez, connaît Rembrandt, Descartes. Le papa donc, est secrétaire alors ça veut dire gouverneur des Provinces-Unies. Donc, c'est quelqu'un de très,
très connu, notable. Et donc ils ont 5 enfants, et le deuxième c'est Christian. Et Christian, c'est un petit garçon dont son père dira de lui « mon petit Archimède ». Donc ça veut tout dire. C'était un petit garçon qui était particulièrement doué, et qui donc va très tôt découvrir un certain nombre de choses. Donc là j'ai mis en gris les choses dont je ne parlerai pas. Donc il découvre par exemple les anneaux de Saturne, hein, c'est un astronome, un satellite de Saturne. Et puis en 1666, donc, on lui offre 60 scooters pour venir en France. Donc il vient, il nous rejoint, et donc avec parents. Et donc avec Denis Papin, qui est quelqu'un d'assez connu, il commence à travailler sur les moteurs à explosion. Hein, donc c'est un des premiers à utiliser la force de la vapeur. Et en 1678, il fait un traité de la lumière, dont je vais vous parler tout de suite, dans lequel le premier, il explore le concept d'onde lumineuse. Puis en 1681, il rentre à La Haye. Alors il semble qu'il soit malade. Et puis en 1685, il se passe un truc, certains historiens parlent de une des plus grandes erreurs de l'histoire de France, hein, c'est la révocation de l'édit de Nantes par Louis XIV en 1685. Donc Christian Huygens ne rentre pas en France. Denis Papin, qui était plutôt prometteur, va aller construire ses machines à vapeur en Angleterre. Donc on a tout gagné, merci Louis XIV. Alors, Huygens, il va introduire un principe qui est fondamental en optique, qu'on appelle le principe d'Huygens. On s'en sert toujours, sauf qu'on rajoute Fresnel maintenant derrière, principe d'Huygens-Fresnel. Et donc sur le principe, je vais essayer de vous expliquer avec un schéma que Huygens lui-même faisait. Alors d'abord, il faut savoir que Huygens ne va pas vraiment s'intéresser à la longueur d'onde, il va que s'intéresser au front d'onde, c'est-à-dire à la propagation de l'onde. Alors ici, vous avez donc une figure qui est tirée de son bouquin, hein, c'est un bouquin écrit en français, un très bon français. Donc vous avez une source en A. Et donc ce que vous voyez là, c'est le front d'onde qui est arrivé au bout d'un certain temps à cet endroit-là. Et donc Huygens, il veut trouver une méthode pour faire propager ce front d'onde. Et il dit, alors ça paraît un peu bizarre au début, mais vous allez voir que ça a une logique. Il dit que sur ce front d'onde, on a d'autres petites sources qui sont toutes indiquées avec un petit point ici. Ces sources vont réémettre des petits fronts d'onde, des petites ondes que vous voyez ici. Et si on prend l'enveloppe de ces petites ondes, on va retrouver la propagation de l'onde. Alors dit comme ça, c'est peut-être pas très clair, donc j'ai fait une petite animation. On va attendre que ça revienne. Donc vous avez une source qui est émise à ce point-là. Voilà le front d'onde. Et puis à peu près à ce niveau-là, vous avez des petites ondelettes qui sont émises. Voilà. Et donc si vous prenez l'enveloppe en rouge, vous voyez que ça continue, sans heurts, la propagation du front d'onde ici. Voilà le front d'onde noir, puis les petites ondes, l'enveloppe, vous voyez, il n'y a pas d'accident. Et on explique comme ça la propagation de l'onde. Bien. Alors pourquoi Huygens fait ça? Ça peut sembler un petit peu bizarre. Alors s'il fait ça, c'est parce qu'en fait, il a l'idée sous-jacente de la présence d'une substance bizarre qui en fait n'existe pas, mais qui va jouer un rôle fondamental dans l'histoire des sciences, qu'on appelle l'éther. Alors le raisonnement est le suivant. Les vagues se propagent sur l'eau. Donc si vous n'avez pas d'eau, vous n'avez pas de vagues. Le son se propage dans l'air. Donc si vous n'avez pas d'air, vous n'avez pas de son. Dans l'espace, personne ne nous entend crier, comme disent les films de science-fiction. Et bien pour la lumière, on va se dire, c'est pareil. Et Huygens, il va dénommer cette espèce de support de la lumière, matière éthérée. Plus tard, on l'appellera éther luminifère, qui veut dire support de lumière, ou bien éther. Moi, j'aime bien cette écriture avec un AE, parce que ça évite de confondre avec le produit chimique, qui n'a rien à voir. Alors l'idée de Huygens, c'est de dire, l'éther, c'est constitué de petites sphères qui sont les unes à côté des autres. Comme ça, par exemple, à une dimension. Ça, c'est tiré de son bouquin. Ça, c'est une image moderne. Et donc, Huygens, il voit en fait la transmission des ondes comme ce petit jeu-là. Donc, il dit, la lumière, c'est une espèce de vibration qui arrive. Et puis, cette vibration, elle se propage de sphère en sphère, de cette manière-là, et ressort de l'autre côté, dans l'œil, par exemple. Alors, ça, c'est à une dimension. Mais si vous faites à 3 dimensions, là c'est toujours dans un plan bien sûr, mais c'est la même idée, c'est-à-dire il dit la lumière va arriver sur une sphère et donc la sphère elle-même est à la naissance d'une autre petite onde qui va générer, etc. Et de sphère en sphère, c'est le principe d'Huygens, c'est justement ça. Donc vous voyez qu'en fait ce principe-là, il repose fortement sur la notion d'éther, qui encore une fois est un support pour raisonner, mais qui sera supprimé en 1905 par Einstein, parce qu'on verra que ça ne sert à rien. Alors Huygens va appliquer son principe à un changement de milieu. Et donc là, petite animation pour vous montrer comment on explique assez simplement et élégamment les choses grâce au principe d'Huygens. Donc je les laisse tourner une fois, puis je vous explique. Donc là, vous avez une onde plane qui va arriver. On voit son front d'onde plan. Il arrive sur un autre milieu, par exemple du verre. Et quand le front d'onde arrive là, il y a une petite ondelette qui part.
voilà, j'en ai fait que 5. Je prends l'enveloppe, principe du Huygens, j'ai un autre petit front d'onde, et vous voyez que ça, c'est rien d'autre que l'onde réfléchie. Donc on arrive déjà à montrer de manière très simple qu'on a une onde incidente, une onde réfléchie, et puis c'est pas besoin d'être grand géomètre pour voir qu'on a le même angle ici et là, et donc on a bien la loi des angles de la réflexion. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe de l'autre côté, ici? Donc là, Huygens va dire, eh ben, je pense que la lumière va moins vite dans les milieux plus denses. Donc il fait le même raisonnement. Et donc là, vous voyez, je vais vous l'arrêter. Vous voyez ce qui se passe? Tac, voilà. Donc vous voyez ici, j'ai fait la même chose, sauf que la sphère bleue, elle va moins vite que la sphère rose. C'est la seule différence. Donc on continue à faire jouer le principe du Huygens. On prend l'enveloppe, et là, vous voyez un autre front d'onde qui se dirige vers le bas, mais si vous regardez bien, en fait, il est fracturé. Et donc, vous voyez que vous expliquez l'onde réfractée de cette manière-là. Alors, si vous faites un peu de géométrie, c'est encore plus fantastique, vous retrouvez la fameuse loi des sinus. Alors, c'est extraordinaire. Avec une hypothèse très simple, le principe du Huygens, et juste une hypothèse sur la vitesse qui est plus lente dans un milieu plus dense, vous trouvez qu'il y a une petite partie qui se réfléchit, une petite partie qui se réfracte, avec les bonnes lois. Donc ça a l'air d'être bien parti pour la théorie des ondes. Eh bien non. Non, parce que il y a le grand Isaac Newton qui arrive, donc le grand physicien du XVIIe, même XVIIIe. Hein. Alors Isaac Newton, il est né dans ce petit village-là qui s'appelle Woolthorpe, qui est à 80 km au nord de Cambridge. Donc son père est un analphabète qui meurt avant sa naissance, donc sa mère part avec un autre homme, il est élevé par sa grand-mère. Il est solitaire, très très méfiant, voire paranoïaque, légèrement. Ici, vous avez la maison telle qu'elle est, de Woolthorpe, maintenant. Et donc, ce que vous voyez là, il paraît que c'est un descendant du pommier. Voilà. En 1661, il étudie à Cambridge, à Trinity College. Il en sort en 1665. En 1666, c'est son année miraculeuse. Et en 1669, il est professeur à Cambridge, où il occupe une chaire, qui est toujours occupée maintenant d'ailleurs, elle s'appelle la chaire lucasienne. Bien. Alors Newton, il va écrire 2 livres fondamentaux. Le premier, c'est les principes mathématiques de philosophie naturelle, qu'il écrit en latin. Donc philosophie naturelle, il faut comprendre ça comme physique. Hein. Et puis il en écrit un deuxième, qui est un bouquin d'optique. Oh, pardon. Donc optique, ou un traité sur la réflexion, réfraction, inflexion, couleur de la lumière. Bien. Alors vous voyez que l'optique, il l'écrit en 1704. Et ses premières manips d'optique, il les fait en 1666. Alors pourquoi il fait ça, Newton? Parce que Newton, il a un ennemi juré, qui s'appelle Robert Hooke. Donc Robert Hooke, c'est un autre génie, mais un peu plus brouillon que Newton, malheureusement pour lui, qui découvre à peu près en même temps que Newton la loi de la gravitation, toutes ces histoires d'optique, et Newton le hait, du verbe haïr. Et donc il va attendre que Robert Hooke meure pour publier son optique. Parce que vous voyez, même Newton, qu'on imagine sûr de lui, aura peur en fait des remarques de Robert Hooke, et Robert Hooke aura toujours des choses à dire pour contrer Newton. C'est une vraie catastrophe pour Newton. Alors en 1693, Newton fait une dépression dont on ne connaît pas bien l'origine, qui peut être due à un feu dans son laboratoire, départ d'un ami. Newton, on lui connaît ni femme, ni amante, ni amant. Des amis, oui. Et donc peut-être que là, le fait qu'un de ses amis retourne sur le continent a joué un rôle. Il y a des gens qui pensent aussi que le fait qu'il soit alchimiste ait joué un rôle. Donc il manipule du mercure, de l'étain, du plomb, et ça lui est peut-être un peu monté à la tête. Donc il y a des hypothèses comme ça. Bref, ce qui est sûr, c'est qu'après sa dépression, Newton ne sera plus aussi créatif qu'il l'a été. Donc il s'en va à Londres. Il faut dire qu'il n'est pas bien payé à Cambridge, mais vraiment pour le coup. Et donc il devient gardien et maître de la monnaie. Alors là, c'est extraordinaire, il change complètement de métier. Il se déguise en malfrat, il va dans les bas-fonds londoniens pour chercher les faux monnayeurs. Il les fait pendre, c'est vrai. Et il devient président de la Royal Society. Et donc là, ça devient le roi des sciences en Angleterre. Et donc là, il va aussi construire son mythe. Il se trouve que Newton meurt vieux. Donc là, il n'est pas mort encore. Il meurt à 86 ans, c'est ça? Donc 84 ans. Et donc, il va construire, en fait, son image de savant génial. Donc c'est lui qui va parler de cette année miraculeuse de 1666, c'est lui qui va construire tout ça. Donc c'est assez intéressant. Et donc vous voyez, il est très coquet, il aime bien se faire
tirer le portrait. Et c'est des peintures avec des super perruques du XVIIe. Donc il est sacré chevalier par la reine d'Angleterre de l'époque, et puis il meurt donc en 1727. Alors il a une théorie de la lumière. Donc il y a deux parties, disons, chez Newton. Il y a une théorie des couleurs, qui est tout à fait correcte, si je me permets de juger Newton, disons, qui tient la route. Et par contre, il y a une autre partie qui n'est pas du tout correcte au sens physique, c'est-à-dire qui ne rend pas compte des expériences d'optique, point final. Alors donc je vous ai déjà parlé des couleurs. Alors maintenant, son optique. Donc d'abord, il pense que la lumière est faite de corpuscules qui sont sensibles à des forces. Donc Newton, c'est l'homme des forces. C'est d'ailleurs pour ça que l'unité de force s'appelle le Newton. Newton conçoit le monde en termes de force pour les planètes, mais aussi pour la lumière. Alors cette théorie-là, ça s'appelle la théorie de l'émission, parce qu'il imagine qu'une source, alors je suis désolé, là c'est PowerPoint, c'est pas facile de faire des trucs aléatoires, donc vous avez des petits corpuscules qui sortent de cette source-là, voilà, un peu comme, qui sont émises donc par une source. Et donc vous voyez, un des avantages, par exemple, c'est pour la réflexion, c'est assez facile d'imaginer que ces petites billes, comme vous lancez une balle, ça repart au même angle. Donc déjà, la réflexion, c'est assez facile à expliquer avec cette théorie-là. Newton découvre les anneaux, qu'on appelle maintenant anneaux de Newton. Donc il fait une expérience assez jolie sur des petites lames de verre. Il éclaire vers le haut une petite lame plane, une petite lentille, et il voit, en regardant par-dessus, ces jolies choses-là. Donc ces anneaux-là, vous voyez ici, il n'y a pas de lumière, de la lumière, pas de lumière, de la lumière. Ces anneaux, on les explique très bien, assez facilement avec une théorie ondulatoire. Mais si vous n'avez pas de théorie ondulatoire, si vous ne voulez pas d'onde, qui est son cas, eh ben, c'est du boulot. Et donc Newton, il va faire une théorie très compliquée qui s'appelle la théorie des accès de facile réflexion, dans laquelle il va imaginer qu'il y a des particules qui vont encore plus vite que la lumière, qui d'une certaine manière vont ouvrir le chemin aux particules de lumière. C'est très compliqué, on se demande s'il y croit lui-même. Il a aussi des théories pour la réfraction et la diffraction. Alors pour la réfraction, donc, ça c'est important, il imagine qu'au voisinage d'un changement de milieu, il y a une force, dont il ne connaît pas la nature, mais il y a une force qui va vers le milieu le plus dense. Et donc vous imaginez donc un corpuscule de lumière qui arrive comme ça, qui va être tiré par une force, et donc il va changer de direction, donc fracture, donc réfraction, et puis il va aussi accélérer. Alors, dans son optique, il fait quelque chose que moi, qui suis spécialiste de la diffraction, j'aime pas du tout. C'est qu'il va éliminer le mot diffraction de son vocabulaire. Donc, en fait, il ne peut pas expliquer la diffraction. Donc, au lieu de dire réflexion, réfraction, diffraction et couleur, il va transformer diffraction en inflexion. Voilà. Donc, ici, vous avez, tout ça, c'est tiré des bouquins de Newton. Ici, vous avez un couteau, voilà, des rayons qui arrivent. Et donc, voilà, en gros, ce que vous voyez après, donc des franges d'interférence avec des couleurs. Et donc Newton, il va dire, bon, il y a une force là, alors les particules rouges, elles seront un peu moins déviées ou plus déviées que les bleues, mais il ne donne pas de chiffres, c'est pas très clair, et d'ailleurs, encore une fois, c'est pas sûr qu'il y croit lui-même. Alors cette optique, ce bouquin d'optique, il est rédigé de manière assez surprenante. Il y a toutes les manips au début, et à la fin, il y a toute une série de questions. Et dans ces questions, la question numéro 3, elle est assez marrante. Il dit, les rayons qui passent le long d'un corps ne s'infléchissent-ils pas plusieurs fois en divers sens par un mouvement semblable à celui d'une anguille? Donc là, je vous ai mis une anguille, là, au cas où vous auriez oublié comment c'est. Et donc, vous voyez qu'une anguille, ça ressemble à une onde quand même. Et donc, vous voyez que Newton, il est un petit peu ramené, malgré lui, à introduire le concept d'onde quand il n'y arrive plus. Donc, l'optique de Newton, elle est très bonne en ce qui concerne les couleurs, mais en ce qui concerne la lumière, la nature de la lumière, ça ne va pas. Mais, cette théorie, elle va durer plus de 100 ans. Et pour l'abattre, je peux vous dire que ça va être du boulot. Alors donc, au tournant du 19e siècle, on a deux théories. On a Huygens et ses ondes, et on a Newton et ses corpuscules. Alors les deux expliquent la réflexion, la réfraction, bon, donc la diffraction, pas du tout, aucun des deux s'y intéresse. Et alors ce qui est intéressant, c'est que dans cette théorie, la lumière est moins rapide dans le corps réfringent, mais dans la théorie de Newton, la lumière est plus rapide dans le corps réfringent à cause de cette force. Alors on se dit, alors c'est facile, on mesure la vitesse de la lumière dans le verre ou dans l'eau, on la compare à la vitesse de la lumière dans l'air, l'affaire est faite. Eh bien non. Non, parce qu'au XVIIe, au XVIIIe et même toute une partie du XIXe, on ne sait pas mesurer la vitesse de la lumière. C'est particulièrement compliqué. Alors tout ce qu'on sait faire, c'est ce genre d'interprétation astronomique suivante. Donc en 1676, un Danois qui travaille à Paris, s'appelle Rømer, il travaille avec Cassini, il montre que la lumière a une vitesse finie en remarquant la chose suivante. Donc là, j'ai un peu simplifié les choses. Ici, vous avez le Soleil, la Terre, Jupiter et son satellite le plus proche qui s'appelle Io. Bien. Alors Io tourne autour de Jupiter.
Et il y a un moment, il passe derrière Jupiter et on ne le voit plus. Puis il réapparaît. Alors, vu de la Terre, si on regarde les moments où Io réapparaît, c'est un petit peu comme une horloge absolue. Et donc, on va essayer de se servir de ça comme une horloge absolue. Donc, on va faire des tables. Donc, Cassini va faire des tables. Il va calculer ces tables grâce aux lois de Kepler. Alors, les lois de Kepler, je ne vous en ai pas parlé, c'est de l'astronomie. Bon, c'est des lois qui expliquent assez bien le mouvement des planètes. Donc, il calcule avec les lois de Kepler le mouvement du satellite Io. Et puis, il se rend compte, avec Rømer, qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, ce qui se passe, c'est que la lumière, elle met un certain temps pour aller jusqu'à la Terre. Donc quand ça émerge, vous avez la lumière qui part. Donc en réalité, la lumière, elle met en gros 45 minutes pour aller de Jupiter à la Terre. Mais comme Marie-France m'a donné que 1 heure, là, donc j'ai un peu condensé. Et donc j'ai mis, donc cette petite étoile là qui va jusqu'à la Terre. Et donc on va supposer, pour le raisonnement, c'est plus facile, que Io tourne en 24 heures autour de Jupiter. Donc ça veut dire que tous les jours, par exemple, à minuit, vous allez voir Io sortir de l'ombre. Bien. Maintenant, quand la Terre va tourner autour du Soleil et qu'elle est là, la lumière va mettre un certain temps de plus pour aller là. Il se trouve que c'est de l'ordre de 10 minutes. Et donc vous vous rendez compte qu'il y a une différence entre les tables calculées et ce qu'on mesure, 10 minutes à certaines saisons en plus, en moins. Et donc ça va tout de suite être compris comme une preuve que la lumière a une certaine vitesse. C'est la première fois et c'est 1676. Alors Rømer, pour une raison que je ne comprends pas très bien, ne va pas calculer la vitesse de la lumière. C'est Huygens le premier qui va calculer ça, et il va l'estimer à 600 000 fois la vitesse du son, ce qui est en gros 200 000 km par seconde, ce qui est une approximation que moi je trouve pas si mauvaise, puisque comme vous savez, la vraie valeur c'est 300 000. Et donc maintenant, pour à partir de cette manip-là, mesurer la vitesse de la lumière dans l'eau, ça ne va pas être facile. Donc, il va falloir attendre un certain temps, donc 1850 en fait, pour que la première manip soit faite. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, 18e siècle, le siècle des Lumières au sens philosophique, mais il ne va pas se passer grand-chose du point de vue de la lumière. Par contre, il se passe beaucoup de choses du point de vue philosophique. Et donc petit à petit, il va se former une école, principalement en France, qu'on appelle maintenant les Newtoniens. Ce sont des gens qui vont amener la théorie de Newton, la théorie de la gravitation, la mécanique de Newton en France, et son optique va venir avec. D'accord ? C'est-à-dire que la bonne théorie, ok, tout le monde va être admiratif devant ses succès, mais elle va amener avec elle une mauvaise théorie qui est la théorie de l'optique, et on va avoir du mal à s'en dépatouiller. Alors le premier newtonien, c'est Pierre-Louis Moreau de Maupertuis. Donc Maupertuis, c'est le fils d'un corsaire malouin, anobli par Louis XIV. Alors c'est un type assez extraordinaire, brillant physicien, navigateur, aventurier, très très charmeur. Il paraît qu'il joue de la guitare et il fait des chansons. Au XVIIIe siècle, ça paraît bizarre. Et donc il est surnommé Lapus par une épistolière de l'époque, donc pour 2 raisons, si j'ai bien compris. La première, c'est qu'il n'est pas en place, et la deuxième, c'est qu'il changeait de lit assez souvent, comme des puces. Voilà. Alors, la personne qui, en fait, va introduire le mieux Newton en France, c'est quelqu'un qu'on n'attendrait peut-être pas là, c'est Voltaire. Donc Voltaire, en 1726, il a une altercation avec le chevalier de Rohan, qui est un noble, et donc ça a beau être le siècle des Lumières, c'est quand même l'Ancien Régime, et Voltaire embastillé. Au bout de 15 jours, je ne sais pas, il n'aime pas la nourriture, il y a quelque chose qui ne va pas, il écrit au roi, je préférerais aller en Angleterre. Très bien, Voltaire en Angleterre. Sur la nourriture, on n'est pas sûr qu'il ait gagné, mais par contre, sur la physique, c'est sûr que oui. Et là, il va découvrir tout un système politique, économique et scientifique qui l'émerveille. Il va revenir en 1728 et il va écrire ce qu'on appelle les lettres philosophiques, avec l'aide de Maupertuis pour ce qui est de la science, qui va évidemment pas plaire du tout au roi de France, puisque c'est qu'une critique du système français, et donc le roi de France va encore dire Voltaire dehors. Alors Voltaire, il repart, mais cette fois-ci, il va chez une femme extraordinaire qui s'appelle Émilie du Châtelet. Alors Émilie du Châtelet, Gabrielle Émilie Le Tonnelier de Breteuil, qui se marie avec le marquis du Châtelet, est la femme de science du XVIIIe siècle, et même du XIXe, il n'y en a pas eu beaucoup. Donc elle est connue pour être la traductrice de Newton, des principes mathématiques de Newton. Et quand je dis traduire, ce n'est pas simplement traduire du latin au français, c'est aussi traduire les formules mathématiques, parce qu'il se trouve que Newton avait une manière d'écrire les équations qui était un peu vieillotte, enfin bon, ça a changé depuis, et donc Émilie du Châtelet va traduire tout ça, traduire les formules mathématiques, faire des commentaires et faire un travail énorme, c'est l'œuvre de presque toute sa vie en fait.
Et donc, elle va accueillir Voltaire au château de Cirey, en Champagne, alors qui est tout près du duché de Lorraine. Et le duché de Lorraine, à l'époque, il n'appartient pas à la France. Et donc, comme ça, Voltaire, il est peinard. Si jamais quelqu'un vient le chercher, whoop, il fait 10 km et il va en Lorraine. Alors là, ils vont vivre tous les deux pendant 15 ans. Ils vont travailler tous les deux. Ils vont faire de la philosophie, de la physique. Et donc, Émilie du Châtelet, comme elle demande qu'à apprendre, elle va inviter Maupertuis à venir lui donner des cours de maths et de physique. Elle va en faire son amant. Bon. Après, elle va faire venir un type, un génie des maths aussi, qui s'appelle Alexis Clairaut, qu'on connaît moins, et qui va donner des cours de maths et de physique aussi à Voltaire et Émilie du Châtelet. Alors, donnant ses cours de maths, excusez-moi, Clairaut va se rendre compte que Voltaire, il n'est pas très bon, en fait, et qu'Émilie du Châtelet est par contre extrêmement brillante. Alors, est-ce que Voltaire est jaloux? Je ne sais pas, mais il va surnommer Émilie du Châtelet Madame Pompon Newton. Alors, Pompon, parce qu'il paraît qu'elle s'habillait avec des tas de fanfreluches, des dentelles, on en voit un petit peu. Alors, les bouquins que j'ai lus disent que c'était plutôt gentil. C'est possible, je ne sais pas. Donc, Émilie Newton Pompon et Maupertuis la puce. Vous voyez que les grands savants du XVIIIe siècle s'amusaient eux aussi. Alors, parmi les grands newtoniens, je vous ai marqué des noms assez connus, là, donc on continue le XVIIIe siècle. Vous avez d'Alembert, Lagrange, et puis Laplace, qui est surnommé par certains historiens des sciences le Newton français. Et donc voilà, donc dans la suite, je vais vous donner deux exemples assez connus, qui montrent comment la théorie de Newton s'est imposée dans le continent. Alors là, le premier exemple, ça concerne la figure de la Terre. Donc Voltaire, dans les lettres philosophiques, il écrit « À Paris, vous vous figurez la Terre faite comme un melon. À Londres, elle est aplatie des deux côtés. » Alors effectivement, le problème, c'est de savoir la forme de la Terre. Donc il y avait les newtoniens qui pensaient que la Terre avait une forme de mandarine, et les Français, disons, appelons ça la vieille physique, on va voir, qui pensaient que la Terre avait une forme de citron, donc était allongée. Alors ça venait des mesures de Cassini, de la dynastie Cassini, 1, 2 et 3, qui en mesurant, je vais vous expliquer comment tout de suite, en faisant de la cartographie en France, pensent que la Terre a une forme de citron. Bien. À ma gauche, on a donc Isaac Newton et sa bande. Alors lui, il est mort, hein, mais bon. Et donc, eux, ils ont une idée assez simple. C'est que la force centrifuge fait que lorsque vous êtes sur l'équateur, quelque part par ici, eh ben, vous êtes plus entraîné vers l'extérieur. Et donc, en supposant que la Terre est un peu déformable, on imagine que la Terre devrait avoir une forme de mandarine. Alors, comment distinguer entre les deux? Ça, c'est une question. Alors, il faut avoir une petite idée sur ce qu'on appelle les rayons de courbure. Alors, vous voyez que dans ce cas-là, la sphère parfaite, qui est représentée par un trait rose ici, n'épouse pas parfaitement la courbe de la Terre à l'équateur. Pour bien le faire, il faut prendre une sphère plus petite, mais qui a donc un rayon plus petit. Au pôle Nord, c'est l'inverse. Le rayon apparaît plus grand. Donc si la Terre est une mandarine, le rayon apparaît plus petit à l'équateur qu'au pôle. Et puis vous avez l'inverse si c'est un citron. Donc il faut trouver un moyen d'aller mesurer le rayon de courbure. Donc ça, c'est du boulot. Alors comment on va faire ça? On va prendre deux points qui sont séparés du même angle, par exemple comme ça et comme ça. Vous allez repérer ça par rapport aux étoiles, et puis vous allez mesurer la longueur du méridien qui est ici. Et donc vous voyez que, suivant sa taille, vous pouvez dire si c'est plutôt mandarine ou plutôt citron. Mais alors pour faire ça, il faut aller lancer des expéditions à l'équateur ou ailleurs, et ça coûte de l'argent. Et donc Maupertuis va aller voir Louis XV, ou plus exactement Maurepas, qui est le ministre de la guerre, et il va essayer de le convaincre de sortir de l'argent. Alors il se trouve qu'à l'époque, ça va vous étonner, la France est endettée. Si. Donc Louis XIV est passé avant, donc il a construit des gros châteaux, il a fait plein de guerres, ruiné. Après, il y a la Régence, bon, on se redresse un peu, mais pas terrible. Et donc Louis XV, on arrive à une dette, alors quand vous regardez les bouquins, on trouve que la dette française, à l'époque, c'est 80% du produit intérieur brut. Alors ce matin, j'ai regardé, là, ça a peut-être changé depuis, c'était 96%. Bon. Alors Maupertuis, donc, va argumenter, il va dire la détermination de la figure de la Terre est d'une utilité générale pour tous les peuples et pour tous les temps. Donc à l'époque, on voyait grand, loin et longtemps. Maupertuis, il va avoir son ANR, et donc il va avoir l'argent pour partir, pour demander des expéditions. Alors la première va partir au Pérou, 1735. Alors il y a tous ces gens-là, ils ne sont pas très connus maintenant, sauf peut-être Jussieu, qui est... on entend peut-être un peu plus parler. Mais bon, Gaudin, La Condamine, Bouguer, c'est pourtant des types exceptionnels. Donc ils partent au Pérou, mais malheureusement, ils mettent 1 an pour arriver au Pérou. Ils ont des tas de problèmes. Donc Maupertuis, fidèle à son surnom de la puce, va revoir Louis XV et lui dire « Moi, je veux encore de l'argent, je vais partir en Laponie, au cercle polaire, faire la même mesure. » Il l'obtient, je ne sais pas comment. Et donc il part avec Clairaut
un autre académicien, et puis un Suédois qui s'appelle Celsius, c'est lui qui a fait l'échelle de température. Et donc il va en Laponie, qui est actuellement en Finlande, mais qui appartenait à la Suède à l'époque, pour essayer de mesurer ce fameux arc de méridien. Ça se passe très bien. En 1 an et demi, ils ont la valeur 57 438 toises. Alors une toise, ça vaut en gros 2 mètres. Si on la compare à la valeur obtenue par Picard, vous vous rappelez Picard, au début, de 57 060, c'est plus grand, et donc voilà. La Terre est une mandarine, la Terre est aplatie au pôle. Bien. Alors évidemment, ça ne va pas plaire du tout aux Cassini, cette histoire. Donc il va y avoir une véritable guerre, épistolaire certes, mais une guerre quand même, entre Maupertuis et les Cassini. Donc Maupertuis va écrire un bouquin, La figure de la Terre déterminée par les observations, blablabla. Et puis il va perdre un peu la boule, il va se faire tirer le portrait en lapon, en appuyant sur la Terre pour l'aplatir, là. Bref, les gens ne sont pas tous convaincus. On attend encore les résultats du Pérou. Alors le Pérou, je vous conseille de lire les bouquins sur l'expédition du Pérou, c'est extraordinaire. D'abord, ils commencent à s'engueuler. Donc Gaudin part d'un côté, la Condamine et Bouguer de l'autre. Ils ont la fièvre jaune, il y en a un qui meurt de la fièvre jaune, ils sont piqués par des scorpions, ils sont attaqués par des tigres, ils ont une éruption volcanique, ils ont des tremblements de terre, ils perdent tous leurs instruments. Il y en a même un qui va essayer de réparer l'horloge de la cathédrale de Quito. Tremblement de terre, il tombe, il est mort. Je ne vous ai pas dit, mais tous ces beaux aristocrates, ils ont des histoires de femmes, évidemment. Donc il y en a un qui est tué par un mari jaloux, il y en a un autre qui marie et qui reste en Équateur. Bref, au bout du compte, il n'en reste plus que 2. La Condamine et Bouguer. Et la Condamine, comme s'il n'y en avait pas encore assez, il décide de revenir en France en pirogue en remontant l'Amazone. Donc, il met un certain temps, évidemment. Donc, il arrive à l'embouchure, vivant, c'est un costaud, la Condamine. Donc, il va à Cayenne, là, il trouve un bateau. Il prend le bateau pour Amsterdam, il arrive, il lit le journal, et malheur, Bouguer est arrivé avant lui. Bon, évidemment, la pirogue, c'est sûr que bon. Alors, Bouguer est arrivé avant lui et a donné le fameux chiffre, 57 753 toises. Et donc, vous voyez que ça va dans l'ordre. Et oui, décidément, la Terre a bien une forme de mandarine, vous le saviez déjà. Victoire posthume, évidemment, de Newton et des newtoniens. Et donc Voltaire, qui n'en est pas à une vacherie près, écrit « Maupertuis, l'homme qui avait aplati la Terre en même temps que les Cassini ». Deuxième petite histoire, la comète de Halley. Encore quelque chose d'intéressant. Donc Halley, Edmund Halley, c'est un contemporain de Newton. Il fait son tour des observatoires d'Europe, il rencontre Cassini, avant qu'il soit aplati, je pense. Et donc là, Cassini, lui... donne son idée que ces phénomènes étranges qu'on appelle des comètes avec leur chevelure pourraient être des objets qui reviennent périodiquement. Alors Halley, il met ça dans un coin de sa tête, il revient en Angleterre et il fait ce qu'on appellerait maintenant une étude bibliographique, donc dans les grimoires, les parchemins, voire les tablettes, et il trouve effectivement qu'il y a 10 ou 20 objets célestes qui pourraient très bien revenir périodiquement, tourner près du Soleil. Alors il en parle à Newton. Newton, à l'époque, ça ne l'intéresse absolument pas, ces histoires de planètes et tout ça. Il est dans son alchimie, donc je ne sais pas, moi je l'imagine, les mains pleines de plomb, du mercure dans les sourcils. Là, il arrive, c'était à quel sujet? Et donc Edmund Halley lui dit, c'est au sujet des comètes, je voudrais savoir si, dans ta théorie, on peut imaginer des objets qui passent très près du Soleil et qui vont très très loin, on ne les voit plus, et de manière à revenir ensuite près du Soleil. Alors Newton se remet à ses calculs, et c'est grâce à Halley, en fait, que Newton va se remettre à travailler sur sa théorie et va publier les principes mathématiques, son bouquin. Donc Halley, c'est vraiment quelqu'un qui a un rôle important. Alors Halley va donc s'intéresser à une comète qui porte maintenant son nom, qu'il voit en 1682, il va prédire avec Newton son passage en 1758. Alors là, voilà un autre personnage intéressant, très important, qui s'appelle Leonhard Euler. Donc c'est un Suisse, et lui, il est de l'école allemande. Alors les Allemands, c'est Leibniz, qui est un ennemi juré de Newton, lui aussi, qui a pour élève des Bernoulli. Les Bernoulli, c'est des mathématiciens physiciens de Bâle. Et Jean Bernoulli, donc le cadet, va avoir la chance d'avoir Euler comme élève. Donc Euler est considéré encore maintenant, je crois, comme peut-être le plus grand mathématicien de tous les temps, en tout cas du XVIIIe siècle sûrement. Et donc Euler, il est comme cette école, disons, prussienne, germanique, il est anti-newtonien. Donc il pense que la lumière est une onde, et donc il pense qu'il y a aussi de l'éther. Parce que donc à l'époque, le problème, c'est que la notion d'onde était reliée à la notion d'éther. On ne pouvait pas vraiment séparer les deux. Et donc il dit, s'il y a de l'éther, ça doit freiner le parcours des comètes, et donc il faut recalculer tout ça. Et donc il calcule que la comète de Halley devrait passer en 1757. Bien. Que font nos newtoniens français?
Clairaut pense avoir trouvé une nouvelle manière de calculer les choses, mais c'est très compliqué. Alors, il va demander l'aide d'un autre astronome qui s'appelle Jérôme de Lalande, alors qui est un type bizarre, il paraît qu'il mangeait des araignées vivantes, comme ça, je sais pas, j'ai lu ça, je ne sais pas si c'est vrai. Alors c'est un féministe aussi, donc j'ai trouvé cette phrase intéressante. Je crois qu'il ne manque aux femmes que les occasions de s'instruire et de prendre de l'émulation. On en voit assez qui se distinguent, malgré les obstacles de l'éducation et du préjugé, pour croire qu'elles ont autant d'esprit que la plupart des hommes qui acquièrent de la célébrité dans les sciences. Donc si je vous montre ça, c'est parce que la troisième personne ici, eh ben, c'est une femme. Elle s'appelle Nicole Rennes-Lepaute, c'est une mathématicienne. Et avec Alexis Clairaut et Jérôme de Lalande, ils vont faire des calculs pendant 1 an et demi pour trouver la trajectoire de la comète de Halley. Alors quelle était la difficulté là ? Eh ben, c'est qu'il fallait tenir compte de l'attraction des grosses planètes comme Jupiter ou Saturne, et ça complique particulièrement les calculs. Et donc en novembre 1758, donc 1758 c'est après 1757, et la comète n'est pas arrivée. Donc Euler, il s'est trompé. Eh oui. Et donc si Euler s'est trompé, c'est pas bon du tout pour la théorie ondulatoire de la lumière, ça. Eh bien non. D'autant plus que ils vont prévoir que la comète devrait apparaître en janvier 59, être à son point le plus proche du Soleil, mi-avril 59. Clairaut, qui est très intelligent vraiment, comprend que c'est un problème où l'incertitude a beaucoup d'importance et dit que c'est à 1 mois près. Alors on attend. Novembre 1758, pas de comète. Décembre 1758, toujours pas de comète. Janvier 1759, pas de comète, si le 21. Donc Charles Messier repère la comète de Halley. Mais comme il est newtonien, il se dit « Oh là, je me calme, je vais attendre de bien voir la trajectoire de la comète, être sûr que c'est bien celle-là pour l'annoncer. » Il attend, et en avril, il annonce, donc vous voyez, ça paraît dans la Gazette du 7 avril 1759, la comète de 1682, prédite et attendue par les astronomes, a été observée en cette ville le 1er et 2 de ce mois. Blablabla. Ce retour si désiré confirme d'une manière très satisfaisante le principe de l'attraction et la théorie de l'univers. C'est pas beau ? Donc voilà l'annonce de la découverte de l'arrivée de la comète de Halley. Alors en fait, on sait maintenant que la comète est apparue au Noël 58, et a été à son périhélie au 13 mars 1759, et donc il y avait effectivement 1 mois d'erreur, et Clairaut avait bien fait ce calcul qui a duré, je le répète, 1 an et demi. Nouveau succès pour les newtoniens, et donc c'est la catastrophe pour la théorie ondulatoire de la lumière. Qu'est-ce qui va se passer ? Donc comment on va se sortir de là ? Alors au XIXe siècle, il va y avoir 2 personnages importants qui vont réussir à faire ça parce qu'ils ne sont pas du sérail en fait, parce qu'ils pensent différemment, parce qu'ils ne sont pas dans les clans newtoniens. Et donc la première, c'est Thomas Young, qui est ce qu'on appelle un polymathe. Alors poly plusieurs, maths savoir. Donc c'est quelqu'un qui était extrêmement brillant dans plusieurs domaines. Et donc Thomas Young, il était extrêmement fort en langue, il parlait une quinzaine de langues, voire plus. Et il était aussi excellent en physique, bien évidemment. Alors il veut être médecin, il fait des études de médecine et puis il se retrouve dans une institution très particulière en Angleterre, qui est la Royal Institution, dans laquelle on invite des gens pendant plusieurs années à faire des cours en public, mais qui sont des cours de démonstration devant n'importe quel public. Et c'est en faisant ces cours-là qu'il va avoir l'idée de ce qu'on va voir tout de suite, les interférences. Alors c'est un mauvais médecin. Son premier biographe dit de lui, le docteur Young était un grand scientifique, mais un mauvais médecin. Mais il fait quand même un certain nombre de trucs, c'est assez impressionnant. Donc, en physiologie, il étudie un mécanisme de la vision et des couleurs. En physique, il fait donc une optique, dont on va parler tout de suite, qui sera complétée par Fresnel. Et il s'intéresse aussi à la mécanique. Alors la mécanique, les gens de physique des solides ici connaissent sans doute ce qu'on appelle le module de Young. Alors le module de Young, c'est un coefficient qui vous dit comment un matériau se comprime lorsqu'on appuie dessus. Donc par exemple, prenez un bout de cuivre, vous mettez une pression de, 10 000 atmosphères, et donc il va se contracter de 1%, vous divisez 10 000 par 1%, vous avez le module de Young. Bon. Alors il se trouve que Young, il a fait son optique, il a trouvé plein de choses, mais il n'a pas été bien compris, et donc on se demande pourquoi est-ce que ce n'est pas bien passé. Alors une explication, c'est que Young n'expliquait pas très bien les choses. Et donc pour vous montrer ça, je peux vous montrer la définition que donnait Young du module de Young. Alors j'ai mis 1h30 à traduire, je vous dis tout de suite, ce n'est pas traduit en français, et on comprend pourquoi. Donc je vous la lis. Nous pouvons exprimer l'élasticité d'une substance quelconque par le poids d'une colonne de cette substance, que l'on peut appeler son module d'élasticité. Ce poids étant tel qu'une addition quelconque de substances l'augmenterait dans la même proportion que le poids ajouté raccourcirait par sa pression une portion de cette substance de même diamètre.
Ah, il expliquait bien, Jung, c'est sûr que... Donc, si vous lisez Jung, il fait des phrases comme ça, il fait des phrases à rallonge, c'est assez incompréhensible. C'est aussi un linguiste brillant. C'est lui qui introduit la notion de langue indo-européenne, par exemple, en comparant, paraît-il, 400 langues. Et puis, il commence à déchiffrer les hiéroglyphes, qui seront en fait déchiffrés complètement par Champollion. Et donc, ces deux-là se haïront, du verbe haïr encore, Champollion et Jung. Par contre, il aura des rapports pas trop mauvais avec Augustin Fresnel. Alors, qu'est-ce qu'il fait dans ces fameuses conférences? Eh bien, il invente un petit objet qui s'appelle le Ripple Tank, ou la cuve à ondes, dans lequel il met des petites sphères, il fait bouger ces petites sphères, et il y a deux séries de vagues qui se propagent, et il va regarder ce qu'on appelle leur interférence, c'est-à-dire l'endroit où il y a les deux à la fois, qu'est-ce qui se passe. Donc il va faire des petits dessins comme ça, et donc je vous expliquerai un petit peu plus tard comment ça se passe exactement, mais c'est donc la découverte d'un phénomène physique qui est fondamental en physique. Hein. S'il n'y avait pas d'interférence, on serait presque tous au chômage ici. Hein. C'est vraiment quelque chose d'important. Et donc, en 1803, il va appliquer ce qu'il a vu sur l'eau à la lumière, mais il va recevoir en fait un accueil assez indifférent, voire des grosses critiques. Donc, par exemple, un gars qui est assez connu pour avoir fait ça va dire « Nous avons montré l'absurdité de cette loi d'interférence, comme Lepeur se plaît à désigner une des suppositions les plus incompréhensibles. » Vous voyez le style. Alors, ça va beaucoup toucher Jung, ça, en fait. Et donc, il va écrire, là, je vous l'ai mis en anglais, donc avec ce travail, ma quête de science va se terminer. À partir de maintenant, j'ai décidé de réserver mes études et ma plume à des sujets médicaux, simplement. Et Jung, il va arrêter de s'intéresser à la physique. C'est simplement beaucoup plus tard, en 1820, qu'avec Arago et Fresnel, on va le voir, il va rediscuter un petit peu de physique. Alors, qu'est-ce que c'est que ces histoires d'interférence? Eh bien, Jung, il va imaginer une expérience célébrissime qui s'appelle l'expérience des trous de Jung, dans laquelle vous faites passer une onde plane par un petit trou, et donc sur un écran, vous voyez une tache, puis vous faites un deuxième petit trou, et là, bizarrement, lumière plus lumière, ça ne fait pas une lumière beaucoup plus forte. Il y a des endroits où il n'y a plus de lumière. Alors, comment il explique ça, Jung? Eh bien, par son principe des petites vagues. Et donc, il dit que là où les cercles se croisent, ça veut dire que j'ai la crête d'une vague qui s'ajoute à la crête d'une autre vague, donc ça me fait une grande vague, donc ça va faire des choses très intenses, alors que les endroits où le maximum de l'un arrive au minimum de l'autre, une crête d'une vague arrive avec le creux d'une vague, ça fait zéro, et donc on n'a plus d'intensité du tout. Et donc il explique comme ça cette chose extraordinaire qui est l'apparition de franges d'interférence. Alors enfin, Newton est critiqué, avec une théorie qui vraiment explique des choses, mais Jung n'est pas tellement suivi, et c'est un petit peu étonnant. Donc le dernier personnage, c'est Augustin Fresnel. Donc on revient en France. Donc Fresnel, il est né en Normandie. Il fait assez rapidement l'école polytechnique. Alors c'est marrant parce que autant Jung parlait 50 langues, autant Fresnel, il paraît qu'il sait lire à 8 ans simplement. Il comprend aucune autre langue que le français, qu'il écrit très bien par ailleurs. Donc c'est vraiment des tempéraments très différents. Alors Fresnel, on l'appellerait maintenant un catholique intégriste. Il est anti-Napoléon Bonaparte, mais vous ne pouvez pas imaginer comment. Et donc, quand Bonaparte va vouloir revenir pendant les 100 jours, il va faire partie de cette petite armée avec le duc d'Angoulême qui va chercher à s'opposer au retour de Napoléon. Évidemment, ça ne va pas marcher. Donc, du coup, il va être assigné à résidence. Il va revenir en Normandie. Et là, il va un peu s'ennuyer au début. Puis il va lire Newton. Il va dire ça ne le fait pas. Et il va se mettre à réfléchir. Et il va redécouvrir lui-même les interférences. Et là, il va soumettre à un autre personnage extraordinaire qui s'appelle François Arago ses premières études. Alors François Arago, physicien, astronome, homme politique, hein, c'est un personnage très important dans l'histoire des sciences en France du début du XIXe siècle. François Arago, qui connaît ce que fait Thomas Young, va dire à Fresnel « Ok, c'est bien, mais attention, il y a un Anglais là qui s'appelle Young, il a déjà fait ça, méfie-toi. » Alors Augustin Fresnel lit ce qu'a fait Young, il vérifie effectivement que beaucoup de choses ont déjà été faites. Mais lui, c'est un très bon calculateur, il fait beaucoup de mathématiques. Et donc, il va faire une théorie dite ondulatoire de la lumière, donc il va prendre un certain temps, dans lequel il va vraiment expliquer presque tout. La diffraction, la réflexion, la réfraction. En 1822, il va étudier les phares et il va trouver ce qu'on appelle les lentilles de Fresnel, c'est-à-dire une manière de focaliser la lumière des phares. Il va vendre ça partout en Europe, donc il y en a partout, des lentilles de Fresnel. Et puis malheureusement, à 39 ans, il meurt de la tuberculose. Donc c'est l'intérieur d'une lentille de Fresnel du phare de Cordouan, en Gironde. Et donc vous voyez ces lentilles à échelon, comme on appelle ça, qui sont assez particulières. Donc vous voyez aussi que c'est inversé, la mer est en haut et le ciel est en bas. Et vous voyez ici la décomposition du prisme par
voit les couleurs du prisme. Alors, qu'est-ce que c'est que la théorie ondulatoire? Vous voyez que ça s'est tiré de son bouquin. Il y a plein de petits schémas à la Young, effectivement. Donc, en 1818, il va faire une théorie qualitative et aussi quantitative, surtout quantitative de la lumière. Il va dépasser Huygens, il va reprendre son principe, il va lui rajouter en gros les longueurs d'onde. On a vu que Huygens s'occupait que des fronts d'onde, Fresnel ajoute les longueurs d'onde. Il complète et précise Young, et il fait une théorie qui est toujours valable de nos jours. On s'en sert même avec les rayons X. Quand j'étais à Soleil, je me servais souvent de la théorie ondulatoire de Fresnel pour calculer la propagation des ondes rayons X. Alors, il y a une anecdote qui est célèbre, qui s'appelle la tache de Poisson, et qui est la suivante. Donc, en 1817, l'Académie des sciences, qui est aux mains des newtoniens, comme Laplace par exemple, va décider de lancer un concours sur la théorie de la diffraction. Ils sentent bien, les académiciens newtoniens, qui se trament des choses, que la théorie corpusculaire, elle est un peu en danger, que cette théorie ondulatoire, elle arrive, et donc ils font un concours. Alors bien sûr, Fresnel répond, donc ils ne sont que deux à répondre, d'ailleurs, un qui fait un travail pas terrible apparemment, et donc Fresnel qui soumet son travail, et dans le jury, on a Arago, Biot, Gay-Lussac, Laplace et Poisson, et donc les trois en orange sont des newtoniens. Et les deux autres sont plutôt neutres, voire pro-Fresnel. Donc, Fresnel présente sa théorie, et là, Poisson fait un calcul. Il se rend compte que si on met une source de lumière, un cercle opaque, la théorie de Fresnel prévoit un petit point lumineux juste au centre de l'ombre. Et là, il dit, c'est pas possible. C'est pas possible qu'il y ait un point lumineux juste au centre de l'ombre. Alors Arago lui dit, bon, Simon Denis, tu te calmes, la manip, on va la faire. Eh bien, on va la faire d'ailleurs. Donc là, Vincent, Jacques et son stagiaire Julien ont eu la gentillesse de faire un petit montage. C'est très simple, vous avez un laser. Voilà le laser, vous avez juste une lentille pour agrandir le spot sur l'écran. Et donc si on rajoute une petite bille de 1 mm, voilà, vous voyez l'ombre de la bille ici. Donc la diffraction tout autour, et juste au centre, qu'est-ce que vous voyez? Un petit point. Donc ce point, ça s'appelle le point de Poisson, ou le point de Fresnel, ou le point d'Arago. Et c'est exactement ce qu'avait prévu Fresnel. Donc merci pour le petit montage. Donc Arago refait la manip. Bien sûr, pardon, j'avais fait une petite animation. Donc Arago découvre donc le point. Et donc croyez-vous que nos newtoniens seraient convaincus? Absolument pas. Fresnel va gagner le prix pour l'élégance de la théorie, mais les newtoniens convaincus ne vont pas accepter que la lumière puisse être une ombre. Alors là, c'est assez étonnant du point de vue histoire des sciences. Alors bien sûr, histoire des sciences, c'est toujours difficile de se remettre en fait dans l'ambiance de l'époque. C'est difficile de juger du bien fondé de leur position à tous, qui sont tous évidemment des grands savants, mais quand même, cette résistance à une théorie nouvelle, moi, ça me fait penser à ce qu'a dit Max Planck. Donc Max Planck, c'est l'Allemand qui, on en parlait un peu au début, va découvrir que l'énergie amenée par une onde n'est pas continue, mais arrive par petites quantités. Et donc Max Planck, il va justement vivre une révolution scientifique. Et il va voir la résistance des gens. Et il va dire une phrase qui, moi, je trouvais un peu déprimante la première fois que je l'ai lue, mais que je vais vous lire ici. Une nouvelle vérité scientifique ne triomphe pas en convainquant ses adversaires et en leur faisant voir la lumière, mais plutôt parce que ceux-ci finissent par mourir et qu'arrive une nouvelle génération à qui cette vérité est familière. Et alors, il se trouve qu'ici, ça s'applique pas mal, cette théorie. Parce que la théorie de Fresnel, vous voyez, elle explique presque tout, quoi. La réflexion, la réfraction, la polarisation, je ne vous en ai pas parlé, mais aussi la polarisation, la diffraction, qu'est-ce que vous voulez de plus? Alors bien sûr, il y a toujours des choses qui ne marchent pas exactement. En particulier, on se rend compte déjà à cette époque que la vitesse de la lumière, quelle que soit la manière dont on la mesure, est toujours constante. Donc il y a des choses qui sont un petit peu bizarres, ça n'explique pas tout. Mais n'empêche, pourquoi est-ce qu'ils n'adoptent pas cette nouvelle théorie? Alors effectivement, Laplace, qu'on appelle le Newton français, parfois meurt la même année que Fresnel. Biot et Poisson, qui meurent un peu plus tard, ne seront jamais convaincus par la théorie ondulatoire. Et effectivement, il y a une jeune génération qui va arriver et qui sera tout naturellement favorable à Fresnel. Alors parmi cette nouvelle génération, ici vous avez Hippolyte Fizeau par exemple et Léon Foucault. Alors vous voyez que sur ces portraits, il s'est passé un truc bizarre, on a perdu la couleur. Alors si on a perdu la couleur, en fait, bizarrement, c'est un progrès. C'est parce que la photographie a été inventée. Donc en 1839,
François Arago présente devant l'Académie des sciences une nouvelle technique qui va révolutionner, évidemment, comme vous le savez, les techniques qui concernent la lumière. Et donc, bizarrement, Arago ne sera jamais pris en photo, disons, dans la fleur de l'âge. On a une seule photo d'Arago, c'est 15 jours avant qu'il meure, où il est un petit peu fatigué, mais je préfère le voir comme ça. Alors, il reste encore à mesurer la vitesse de la lumière. Dernier truc, donc Arago se dit il faut qu'on mesure la vitesse de la lumière dans l'eau et qu'on la compare à la vitesse de la lumière dans l'air. Donc il va en Angleterre, et en Angleterre il rencontre un savant qui s'appelle Wheatstone, que les électroniciens connaissent peut-être. Il a inventé un petit montage électrique qu'on connaît bien. Et donc il a développé un petit système de miroir tournant, parce qu'il essaye de mesurer la vitesse à laquelle vont les éclairs, les petits flashs dans un montage électrique. Alors donc Arago revient, et donc en 1838, il suggère une expérience. Alors on va mettre beaucoup de temps à faire cette expérience parce qu'il faut faire tourner des petits miroirs extrêmement rapidement. Ici, vous avez donc un petit miroir, c'est le montage de Léon Foucault, qui va tourner à, en gros, 500 tours par seconde, ce qui est beaucoup, ça fait 30 000 tours minute, c'est ça. Donc ça peut même tourner plus vite. Et donc je vais vous donner en gros le principe de cette expérience. Voilà. Ah oui. Donc le son que vous entendez là, c'est 500 tours par seconde. Parce qu'il paraît que, en fait, Léon Foucault mesurait la vitesse de rotation de son miroir au son. Donc il avait des diapasons calibrés et il mesurait à l'oreille, en fait, la vitesse de rotation du miroir. Alors comment ça marche? Donc vous avez une source, un miroir qui tourne très vite, et puis un miroir concave. Donc vous envoyez de la lumière, rien ne bouge. La lumière va sur le miroir concave, revient, et là, vous voyez une tache lumineuse. Bien. Donc maintenant, vous faites tourner votre miroir à 500 tours par seconde. Et vous recommencez. Alors, il y a un moment où le miroir sera là, il tourne, mais quand il est là, la lumière revient ici. Mais quand elle revient sur le miroir a forcément un petit peu tourné, puisque la lumière a mis un certain temps pour faire l'aller-retour. C'est peut-être de la nanoseconde, mais c'est quand même un temps. Donc ce miroir aura un petit peu tourné, et donc l'image du miroir sera un petit peu décalée. Donc c'est déjà une manière d'imager, si vous voulez, la vitesse de la lumière. Donc maintenant, vous voulez savoir si ça va plus vite dans l'eau ou pas. Donc, vous prenez un bocal à poisson rouge, vous mangez le poisson rouge. Alors là, il y a des gens sensibles qui m'ont dit, mais est-ce qu'il y a vraiment besoin de manger le poisson rouge pour faire ça? Donc je leur dis, mais absolument, il faut manger le poisson rouge, sinon la lumière ne passe pas. Quelle idée. Donc, vous envoyez la lumière, elle traverse le bocal, elle revient, et donc là, supposez que dans le bocal, la lumière aille moins vite. Pendant l'aller-retour, le miroir aura plus tourné. Et donc, la lumière sera plus déviée. Et donc, votre tache qui sera devenue verte en passant dans le bocal sera plus déviée que la tache blanche. Donc, la conclusion est simple. Si la tache verte est plus éloignée, la lumière se meut plus vite dans l'air que dans l'eau. Et Newton a tort. Alors, quel est le résultat? Suspense. Donc là, je vous montre l'expérience de sa thèse, de Léon Foucault. Donc ça, c'est le miroir immobile. Alors, il a trouvé une méthode pour faire les deux à la fois. Donc on a à la fois la tache sans bocal et la tache avec un bocal. Donc vous voyez ici, rien ne tourne. Ça permet de calibrer la manip. Donc on a bien tout centré sur le trait noir. On fait tourner le miroir. La tache blanche se décale un petit peu et la tache verte se décale encore plus. Et donc on laisse la conclusion à Léon Foucault. Nous arrivons donc à cette conclusion définitive et à tout jamais inconciliable avec le système de l'émission. La lumière se meut plus vite dans l'air que dans l'eau.